François Fillon, bonjour. Le débat aux États-Unis s'est beaucoup porté sur le libre-échange, la mondialisation, le protectionnisme. Est-ce que la droite française, qui n'est pas allée sur ce terrain-là jusqu'à maintenant, doit s'engager? Est-ce qu'il y a une attente des Français sur cette question-là? Au fond, la question est celle-là. Est-ce que le libre-échange doit un peu reculer dans le monde? D'abord, on va attendre de voir ce que M. Trump va faire. Il y aura sans doute beaucoup de différences entre la politique qu'il va mener et ce qu'il a annoncé pendant sa campagne, car je pense que les États-Unis ont besoin du libre-échange pour continuer à leur croissance et leur développement. Mais si les États-Unis, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs dans le passé, de façon insidieuse, bloquaient leur marché, mettaient en place des dispositifs pour se protéger, il faut que l'Europe fasse la même chose. Et il y a une première condition, c'est qu'on ne doit pas continuer à négocier le traité de libre-échange avec l'Amérique du Nord, avec les États-Unis, tant qu'on n'est pas sûr de la position américaine, et surtout tant que les Américains continuent à utiliser le truchement du dollar pour nous imposer ou imposer aux entreprises européennes la législation intérieure américaine. Est-ce que l'Europe doit reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine? C'est quelque chose qui arrive dans les jours qui viennent. Absolument pas. Et je considère que ce que la Commission est en train de faire est insupportable. Si j'ai bien compris, la Commission propose que ce soit aux Européens et aux entreprises européennes de faire la démonstration que la Chine n'est pas un pays d'économie de marché. Franchement, chacun voit bien l'organisation chinoise, son organisation politique, cette organisation très centralisée, le fonctionnement de l'économie chinoise, l'obligation faite à la plupart des entreprises étrangères d'avoir des co-investisseurs chinois. Tout ça ne répond pas aux règles de l'économie de marché et donc on ne peut pas accepter cette reconnaissance. Vous avez porté depuis le début de votre campagne, qui a démarré il y a un certain temps, un diagnostic assez sombre sur ce qu'est la situation économique de la France, notamment sur son attractivité. Quand on regarde la façon dont les entreprises étrangères sont finalement très présentes en France, est-ce que les faits donnent raison à votre diagnostic? Ils donnent raison à mon diagnostic dans la mesure où il y a de moins en moins d'industrie en France et où on a un taux de chômage insupportable et une croissance qui est en berne. Donc oui, ce qu'il faut faire, c'est baisser les charges, se mettre au niveau des autres Européens du Nord, se mettre au niveau des Allemands. C'est mon programme qui est le seul à le permettre, parce que je suis le seul à proposer une baisse de charges massive compensée par une augmentation de TVA. Il faut assouplir le marché du travail, là aussi sans renoncer à notre histoire et à notre culture, mais en nous mettant au niveau des autres. Et puis il faut changer la fiscalité de l'investissement. Au fond, il y a beaucoup d'entreprises étrangères en France parce qu'il n'y a plus beaucoup de Français pour investir en France, parce que la fiscalité de l'investissement a fait fuir les investisseurs français. Et le passage progressif sous contrôle étranger de la totalité de l'industrie, enfin de l'économie française, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Ça ne me convient pas par rapport à la maîtrise de notre destin, par rapport à la maîtrise de notre avenir. Et donc c'est notamment la fiscalité du capital. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la réforme de la fiscalité du capital. Je veux supprimer l'impôt sur la fortune, je veux supprimer l'ensemble des prélèvements sur le revenu du capital et les remplacer par une flat tax à 30%, tout compris, CSG comprise, qui nous mettra au niveau des Européens les plus raisonnables, c'est-à-dire au niveau des Allemands. Est-ce que pour les entreprises étrangères qui sont en France, est-ce qu'il y a un certain nombre de propositions que vous faites? Alors on sait qu'il y a le régime pour les dirigeants des impatriés, bon ça c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres mesures ciblées qui peuvent permettre d'attirer davantage d'entreprises étrangères? Non, je pense qu'il faut attirer les entreprises étrangères par la stabilité de nos législations, notamment fiscales, par le caractère raisonnable de notre organisation en matière de marché du travail et en matière de fiscalité, et pas avec des coûts, pas avec des expédients qui sont au fond des formes de drogue qui ne produisent des effets que pendant un temps et qui ensuite, au contraire, se retournent contre l'économie française. Est-ce que la France a intérêt à tout faire et jusqu'où faut-il aller pour attirer les banques qui sont installées à Londres? Est-ce qu'on a une chance de récupérer quelque chose? Est-ce qu'il faut pousser pour un Brexit hard, out, say out, et quelles dispositions la France devrait adopter, de votre point de vue? Je pense qu'on a des chances et qu'il n'y a pas de raison de se priver d'une source de revenus, d'une source d'influence dans le monde. On a suffisamment vilipendé la City pour
le monopole qu'elle exerçait sur le système financier. Et donc Paris pourrait très bien être candidat. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Simplement, il faut prendre des mesures qui mettent Paris en concurrence avec les autres grandes places européennes, c'est-à-dire pour l'essentiel avec Francfort. Je pense qu'il y a beaucoup de financiers qui aimeraient sans doute mieux vivre à Paris qu'à Francfort, mais il faut leur mettre des conditions qui soient comparables et surtout un engagement de stabilité. Je crois que le plus important, il n'y aura pas d'investissement massif à Paris sur une place financière s'il n'y a pas la certitude que pour une longue période, la fiscalité française ne changera pas. Mais alors il faut que les entreprises étrangères en France, type GAFA, Google et autres, Amazon, payent des impôts comme les autres? Il faut qu'ils payent des impôts et il faut que les Européens aient à cœur de mettre en place une régulation des grandes entreprises du numérique. Le numérique, c'est le levier principal de la croissance de demain. Si on continue à laisser l'Europe comme un territoire ouvert, sans aucune réglementation, sans aucune régulation, on va se trouver de plus en plus coincé entre l'Asie qui produit les composants et les États-Unis qui mettent en place les services. Et on va voir disparaître des pans entiers de notre industrie. L'industrie automobile demain, ça sera des composants électroniques et des lignes de code. Ça sera des automobiles qui obéiront au smartphone. Et donc ces automobiles, si on ne veut pas qu'elles s'appellent Google, si on veut qu'elles s'appellent Peugeot, il faut qu'il y ait une régulation européenne, il faut qu'il y ait des règles européennes pour protéger notre territoire. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que la primaire s'est engagée, la primaire de droite, les esprits en France ont évolué, sont prêts finalement, entre guillemets, à acheter les propositions libérales de la droite française? En tout cas, je pense avoir donné le ton à cette primaire par les propositions que j'ai fait le premier, sur lesquelles la plupart des autres concurrents à la primaire sont venus, souvent de façon incomplète. Mais je crois, oui, que la France aujourd'hui est un pays qui est prêt à accepter un petit peu plus de liberté, ce qui ne veut pas dire basculer d'ailleurs dans une idéologie du tout libérale. On en est très très loin. On est à 57% de dépenses publiques en France. Si on applique le programme dont on dit qu'il est le plus libéral, c'est-à-dire le mien, on descendra à 49%. Donc on sera encore un pays dans lequel il y aura beaucoup de dépenses publiques et beaucoup d'emplois publics. Tout dernier point, vous avez été le premier ou le seul à dire la France est un État en faillite et les taux d'intérêt, nous serons prisonniers un jour parce que les taux d'intérêt vont remonter brutalement. Depuis 3 jours, depuis l'élection de Donald Trump, les taux ont doublé, les taux auxquels l'État français emprunte, et les marchés obligataires sont un peu à feu et à sang là-dessus. Est-ce qu'on va au-devant de périodes assez compliquées sur le financement des dettes publiques? Je ne suis pas Madame Soleil et je ne suis pas un expert en prévision financière. Mais je raisonne simplement avec bon sens. L'argent gratuit, ça ne peut pas durer éternellement. Donc oui, on a connu une phase un peu euphorique grâce aux politiques des banques centrales qui étaient destinées à protéger les économies, notamment celles des États-Unis et celles de l'Europe, après une crise financière. Mais on voit bien qu'il va falloir un jour sortir de cette situation. Je ne sais pas quand. Mon pronostic, c'était plutôt qu'on en sorte dans 18 mois ou dans 2 ans. Peut-être que l'élection de M. Trump va accélérer les choses. En tout cas, nous, notre responsabilité en France, c'est de se préparer à cette situation. Et donc d'anticiper en commençant à réduire la dépense publique. Merci beaucoup, François Fillon. Bonjour Alain Juppé, vous vous adressez donc aux entreprises étrangères en France. Quel est votre diagnostic aujourd'hui sur l'attractivité de la France? Nous avons tous les atouts pour être attractifs et malheureusement, notre image n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle s'est abîmée au cours des années passées pour plusieurs raisons. Je mettrai surtout l'accent sur l'instabilité de notre environnement, à la fois fiscal et juridique. Ce que les entreprises n'aiment pas, c'est de ne pas savoir à quelle sauce elles vont être mangées, si je peux prendre cette expression un peu familière, dans les 6 mois qui sont devant elles. Et c'est ça que je veux changer. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé à proposer très vite une loi de programmation fiscale sur la totalité du quinquennat qui permettra de dire exactement les mesures fiscales qui seront prises et quel sera le cadre juridique dans lequel interviendront les entreprises étrangères. La situation s'est dégradée depuis 10 ans et depuis 5 ans ou pas pour les entreprises internationales qui veulent s'installer en France. Quand on regarde l'évolution des centres de décision en France, pour vous, la situation s'est dégradée? Oui, elle s'est dégradée incontestablement et pour les raisons que je viens de vous dire. N'oublions pas quand même le leitmotiv utilisé par le président de la République dans sa campagne de 2012. C'était « Mon ennemi, c'est la finance ». Et puis, quelques temps après, on apprend qu'on va avoir un taux d'imposition sur le revenu de 75%. Donc, pour faire fuir effectivement les investisseurs, il n'y a pas mieux. Est-ce que vous avez évoqué la finance, est-ce que la France, dans le cadre du Brexit, a
intérêt, et que doit-elle faire pour essayer de rapatrier des activités qui seraient aujourd'hui à Londres? Elle le doit absolument, et d'ailleurs elle est en train de s'organiser. J'étais il y a peu de temps à la Défense, en compagnie de Patrick Devedjian, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, de Gérard Mestralet aussi. Une campagne est en cours de développement pour convaincre un certain nombre d'établissements bancaires ou financiers londoniens de venir à Paris. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en concurrence, on le sait bien, avec Francfort, avec d'autres. Il faut donc que nous mettions l'accent sur l'attractivité de Paris. La ville de Paris, d'abord, est évidemment une ville-monde. Sa desserte à l'infrastructure est excellente, l'environnement est aussi très bon. Arrêtons de faire des bêtises, parce qu'au moment même où nous lançons une campagne pour attirer à Paris, par exemple, l'autorité bancaire européenne ou les chambres de compensation de l'euro, voici que les députés socialistes font voter à l'Assemblée nationale un amendement qui augmente de 50% la taxe sur les transactions financières. Donc il faut un peu de cohérence dans tout ça. Ou sur les actions gratuites. Il y a eu, sur les actions gratuites aussi, beaucoup de choses. Absolument. Donc ce sont des contre-signaux qu'il faut absolument éliminer si nous voulons jouer tous les atouts de la France. Il y a d'autres choses évidemment à faire pour convaincre des cadres ou des salariés de bon niveau de venir. Il faut aussi leur dire qu'ils pourront avoir des lycées dans lesquels leurs enfants seront bien formés, dans lesquels ils pourront continuer à pratiquer leur langue. Bref, il y a tout un environnement aussi à développer. Vous diriez que la finance doit être un peu votre ami? Ça dépend quoi, quelle finance? Il y a une finance qui ne sera pas bonne amie, hein. Tout ce qui est paradis fiscaux, blanchiment de l'argent, ça existe, ça aussi doit être combattu avec la plus grande énergie, mais il y a évidemment une finance qui est absolument indispensable pour assurer le bon développement de l'économie. Il y a tout un débat qui s'est lié, alors les élections américaines, après le Brexit, sur la fin de la mondialisation, voire la démondialisation. Est-ce que votre sentiment, si on prend les choses un petit peu avec de la distance, c'est qu'il y a un cycle qui s'est terminé d'une vingtaine d'années de marché sans régulation ou de libéralisation totale du commerce? Est-ce qu'il y a une nouvelle phase qui s'ouvre aujourd'hui, au cours de laquelle on doit être plus prudent? Est-ce qu'il y a un tournant sur le fonctionnement global de l'économie? Tout dépend de ce qu'on entend par démondialisation. Si ça veut dire que chacun revient chez soi, qu'on rétablit des barrières douanières entre les pays, qu'on renonce au libre-échange, pour moi c'est une catastrophe. Et pas simplement une catastrophe économique, c'est une catastrophe politique. Je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. Faisons attention, on entend aujourd'hui de plus en plus le mot de guerre. Guerre froide, guerre de religion, guerre des civilisations, ne jouons pas avec le feu. En revanche, s'il faut évidemment réguler la mondialisation, cela va de soi. On a fait des progrès en ce qui concerne la finance. Certains même considèrent qu'on a été un peu loin dans la régulation du secteur bancaire. C'est votre sentiment? Il fallait le faire. Il fallait le faire. Je pense qu'il faut aujourd'hui bien réfléchir avant d'aller plus loin, parce que si on met trop de contraintes, les banques ne pourront plus jouer leur rôle de financement de l'économie non plus. Est-ce que vous pensez que les circuits de production doivent être un peu raccourcis? C'est-à-dire quand dans une voiture il y a des pièces qui viennent de 70 pays, est-ce qu'on est allé trop loin dans la dislocation ou l'allongement des chaînes de valeur? Vraisemblablement. Moi je suis très fasciné par la transformation numérique du monde, de la production comme de la consommation. Et je pense qu'une technologie qui est en train de se développer à la vitesse grand V, qui est celle de l'impression 3D, va permettre de relocaliser un certain nombre de productions. J'ai dit un jour qu'on allait faire des maisons en imprimante 3D, on s'est moqué de moi, sauf que je l'ai vu l'imprimante 3D, elle existe. Dans la serre numérique de Valenciennes, j'ai vu une imprimante 3D qui est capable de fabriquer, non pas le palais de Versailles, mais une maison en l'espace de 2 jours. Et Airbus vient de lancer la fabrication d'une moto, je crois, en imprimante 3D avec un matériau extrêmement léger. Donc ça aussi, ça va changer complètement. La robotisation également va accompagner ce mouvement. Cette révolution numérique ne va pas détruire tous les emplois? Certains le pensent, certains l'annoncent, et ça n'est pas sans incidence politique, parce que c'est une inquiétude, effectivement, dans l'esprit des gens. Alors, je ne veux pas faire de comparaisons qui ne sont pas de véritables raisons, mais les canuts lyonnais détruisaient les métiers à tisser aussi au début du 19e siècle, lors de cette révolution industrielle. Pas de panique, on a déjà connu ça à plusieurs reprises. Il faut se préparer, il va y avoir des effets lourds, bien sûr, des emplois vont disparaître, c'est absolument indispensable, c'est inévitable, il faut s'y préparer, d'autres vont naître, il faut les accompagner.
on ne connaît pas les emplois de demain. Beaucoup des emplois qui vont émerger ne sont pas connus aujourd'hui. Et donc, d'abord, pourvoir ceux qui sont déjà disponibles, et ce n'est pas le cas. Vous savez qu'aujourd'hui, on manque en France de développeurs, de data scientists, donc il faut faire un effort de formation extrêmement important. Et puis, il va falloir favoriser aussi la reconversion vers des emplois nouveaux. On parle beaucoup de la silver economy, des emplois de domicile, des emplois de service, sans renoncer pour autant à l'emploi industriel aussi. Un tout dernier point, on dit que la France a un petit peu de difficulté avec les langues étrangères. Des études récentes ont encore montré que sur une vingtaine de pays, la France et les Français étaient les plus mauvais en anglais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce genre de choses, hein? Bon, le constat, je le partage tout à fait, et notre système éducatif a beaucoup de mal à rattraper son retard, et ça n'est pas en développant l'apprentissage très précoce de la langue à l'école primaire qu'on réglera le problème si l'enseignement n'est pas de qualité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a les outils numériques qui vont nous aider à faire ça, y compris dès les plus jeunes classes. Moi, je crois beaucoup aussi au cursus universitaire qui prévoit systématiquement une année à l'étranger. J'entends souvent, on m'interpelle souvent en disant: est-ce qu'il faut dire aux jeunes Français d'aller à l'étranger? Oui, je leur dis allez-y, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère. Et puis, il faut que nous fassions un effort aussi sur l'ensemble de notre système éducatif pour aller vers le bilinguisme ou le trilinguisme. C'est une nécessité absolue d'attractivité aujourd'hui. Je souhaite aussi que, après avoir été faire ce tour à l'étranger, les jeunes Français reviennent. On me dit qu'aujourd'hui, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de Français qui commencent à revenir en France parce que, à condition de rétablir la confiance, de redonner de la visibilité, de redéfinir le cadre fiscal et juridique, je pense que la France a tous les atouts pour être... Vous pourriez envoyer des signaux dans certains domaines, si vous étiez élu président de la République, gagner la primaire et l'Élysée, pour inciter les Français à moins partir, voire à revenir? Surtout à revenir. Moins partir... Pourquoi freiner ce mouvement qui, après tout, permet de découvrir le monde, permet de s'enrichir intellectuellement et peut-être parfois matériellement? Très longtemps, et j'avais fait cette expérience quand j'étais ministre des Affaires étrangères il y a bien longtemps, la France était casanière. Les communautés françaises à l'étranger étaient petites. C'est une force que d'avoir des Français à l'étranger. Mais il faut leur donner envie de revenir. Et au bout d'un certain temps, on commence à réfléchir. Le prix du logement comparé à celui de Londres ou de New York, le prix de l'université, le prix du système de santé, la qualité de vie en France. C'est un pays magnifique et très attractif. Donc si on redonne de la confiance, de la stabilité, de la visibilité, si on débloque le marché du travail, si on simplifie, ça c'est un objectif absolument majeur, y compris pour les collectivités locales d'ailleurs, qui sont aujourd'hui en matière d'urbanisme pieds et poings liés, je pense que la France peut redevenir un des pays les plus attractifs de la planète. Merci Alain Juppé. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Il y a un climat en France un peu difficile, un peu tendu avec tout ce qui est compétitivité internationale, attractivité, commerce international. Est-ce qu'un pays comme la France a intérêt à continuer à vouloir attirer des entreprises étrangères, à commercer internationalement, ou au contraire il faut un peu se replier? Il est hors de question de se replier. C'est comme dans la vie, et c'est comme en politique. Il faut que la France soit la plus attractive possible, qu'elle fasse venir des investisseurs étrangers, parce que c'est la condition de la relance de l'activité et de la création de travail pour tous dans notre pays. Donc c'est indispensable de rendre la France toujours plus attractive pour les investisseurs étrangers. Mais est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes que les Français peuvent avoir sur le commerce international? On a vu il y a quelques jours ce qui s'est passé sur l'accord avec le Canada. Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes à lever dans l'opinion publique française? Mais ce n'est pas le même sujet. Rendre la France attractive, ça ne veut pas dire laisser la France ouverte à tous les vents et prisonnière d'un commerce international qui serait défavorable à ses intérêts. Moi, je suis défavorable au traité transatlantique. Je considère qu'il peut menacer des pans entiers de notre production, en particulier une production à laquelle je suis très attaché, la production agricole. On ne peut pas demander à nos producteurs agricoles de respecter des normes environnementales, sanitaires, de bien-être animal qui sont très strictes depuis des années, qui pèsent sur la compétitivité de nos exploitations et qui renchérissent le coût de nos productions agricoles. Puis en même temps leur dire désolé, demain on a signé un traité avec les États-Unis, donc les produits que vous n'avez pas le droit de réaliser en France, on va les faire venir des États-Unis. Ça, c'est impossible, et c'est pour ça que je suis opposé à ce traité. En revanche, qu'on rende la France toujours plus attractive, qu'un investisseur étranger qui se dise, voilà, moi j'ai des billes à mettre
à hauteur de plusieurs millions d'euros dans tel ou tel pays, se disent, dans le fond, le pays où le droit du travail est le plus simple, le pays où la fiscalité est la plus attractive, le pays où les organisations syndicales sont les plus constructives, le pays où les charges qui pèsent sur le travail sont les plus faibles, c'est la France. Ça, oui. Vous voyez qu'il reste un sacré boulot à faire. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans l'échelle de l'attractivité, où, selon vous, se situe la France aujourd'hui? Moi, je pense qu'on a beaucoup d'atouts. Beaucoup. On a des infrastructures qui sont de qualité. Nous avons une attractivité parce que c'est la France, tout simplement, et que tout le monde a envie de vivre en France, que c'est un pays merveilleux. Nous avons une attractivité parce que nous avons une administration qui est honnête, qui est solide, qui est compétente. Et en même temps, de l'autre côté, on a des défauts qui sont rédhibitoires pour les investisseurs. Mais vraiment, que chacun le comprenne, rédhibitoires. L'instabilité fiscale, c'est pas possible. Ce changement de fiscalité tous les 6 mois, ça fait fuir les investisseurs qui ont besoin de stabilité. Quand vous investissez, vous avez besoin de savoir quelles seront les règles et avoir la certitude qu'elles ne changeront pas. Je propose l'inscription du principe de stabilité fiscale dans la Constitution. Deuxième chose, il faut avoir l'assurance que cette fiscalité est stable, mais qu'en plus elle est attractive. Je propose donc une baisse de la fiscalité du capital à 25%, taux unique pour tous les investisseurs. Ça rend votre investissement en France attractif. Troisième lieu, il faut un droit du travail qui soit beaucoup plus sécurisant pour l'employeur. Lorsqu'il embauche, qu'il ait la certitude que si jamais ça se passe mal, ça ne va pas lui poser de difficultés majeures. Donc je fais des propositions sur la simplification du contrat du travail ou sur le plafonnement des indemnités prud'homales qui doivent garantir à un investisseur qui investit en France et qui crée des emplois en France que l'acte d'embauche ne va pas constituer une difficulté majeure ou une menace pour son entreprise. Enfin, il y a un point qu'on oublie très souvent mais qui est essentiel. C'est la qualité des relations sociales dans notre pays. Qu'on sorte de la culture du conflit pour aller vers une culture du dialogue. C'est un impératif essentiel pour rendre notre pays attractif pour un investisseur étranger. Et là, ma réponse est très simple. La fin du monopole syndical. Tant que vous avez le monopole syndical, vous n'arriverez pas à construire des relations constructives au sein de l'entreprise. Je veux que chaque salarié demain puisse se présenter au premier tour d'une élection professionnelle pour représenter ses collègues de travail, mais que le dialogue social ne soit pas prisonnier d'organisations représentatives qui auraient le monopole de la représentation syndicale. Est-ce que la France doit faire le maximum, ou pas tant que ça, pour attirer la finance britannique qui voudrait s'installer sur le continent? Oui. Enfin, tout ce qu'on peut faire venir comme richesse dans notre pays sera bon pour les Français. Les Français, depuis des années, se paupérisent. Et depuis 2012, je ne cesse de faire des déplacements en France. C'est une des choses qui me frappe le plus. Les Français s'appauvrissent. Ils vivent de plus en plus mal. Ils sont accablés de taxes, d'impôts, directs ou indirects, locaux ou nationaux. Ils voient bien que les investisseurs étrangers ont des réticences à venir, à créer des emplois, à créer de l'activité dans leur territoire. Dans tous les domaines, que ce soit la finance, les services, l'industrie, la France doit redevenir plus attractive parce que ça permettra de retrouver de la prospérité pour chacun. Est-ce que, au fond, y a-t-il des différences entre les 4 candidats vis-à-vis de l'économie? Bruno Le Maire, est-ce que s'il fallait caractériser ce qui, finalement, est l'essentiel de votre projet par rapport à vos 3 challengers, quelle est la principale différence en matière économique? Il y a une différence majeure. Je propose la baisse des impôts pour tous. Là où François Fillon et Alain Juppé proposent une augmentation de la TVA qui va peser sur tous les Français. Entre ceux qui baissent les impôts pour tous, je propose la baisse de la CSG, et François Fillon, Alain Juppé qui proposent une augmentation de la TVA, dont des impôts sur les Français, c'est pas la même chose. En matière de travail, je fais des propositions sur la privatisation de Pôle emploi, sur l'argent de la formation professionnelle qui doit être retiré aux syndicats et donné directement aux salariés, sur la dégressivité immédiate des allocations chômage pour financer l'accompagnement de chaque demandeur d'emploi, sur les emplois rebonds. Mais je ne vois aucune de ces propositions chez mes concurrents à la primaire qui restent dans le traitement social du chômage qui a échoué depuis 30 ans. C'est une différence majeure. J'essaye des choses nouvelles parce que contre le chômage, on n'a pas tout essayé et qu'il est peut-être temps d'essayer des choses nouvelles. C'est une deuxième différence. Enfin, troisième différence, je vois que certains refusent, Nicolas Sarkozy l'a dit au premier débat, de mettre fin au monopole syndical,
en disant que ça risque d'émietter la représentation syndicale. Je ne suis pas d'accord du tout avec Nicolas Sarkozy sur ce point de fond. Je considère que si on veut un dialogue social constructif, il doit se faire au niveau de l'entreprise. Et donc on doit mettre fin au monopole syndical et laisser à chaque salarié la liberté de se présenter. Donc s'il y a bien une idée que je combats, c'est l'idée selon laquelle tous les programmes de tous les concurrents à la primaire sont les mêmes. Ils sont très différents. Leur philosophie est très différente. Les propositions qu'ils défendent sont très différentes. Le mien a un objectif, un seul, du travail pour tous. C'est à l'aune de ce seul objectif que j'ai pris toutes mes décisions en matière économique et fiscale. Du travail pour tous en France. Toute dernière question, quel niveau de croissance la France peut-elle retrouver en 2020 ? Quel objectif doit-elle se fixer ? Et on posera la question, évidemment, à chacun des candidats. Eh bien, je ne me hasarderai pas à vous donner de chiffres. Parce que les promesses sur ce sujet-là, en général, sont toujours démenties par la réalité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les freins à la croissance, je suis prêt à les lever. Tout ce qui bloque l'acte d'embauche d'un entrepreneur, je suis prêt à le lever. Tout ce qui permettra d'accompagner un demandeur d'emploi pour qu'il retrouve un travail, nous le ferons. Tout ce qui permettra de transformer le système éducatif français en profondeur pour que nos enfants puissent trouver un travail au lieu d'être systématiquement orientés vers une voie qui peut être une voie d'échec. Nous le ferons aussi. Avec, je le redis, l'objectif primordial qu'il y ait du travail pour tous les Français. Et cet objectif, il est atteignable. Il est possible. Mais ça suppose qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et qu'on ne reprenne pas systématiquement les mêmes vieilles idées qui ont échoué. Merci. Merci. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour Dominique. Le Brexit et l'élection de Donald Trump ont montré qu'il y avait un débat sur la mondialisation, sur le libre-échange. Est-ce que vous pensez que ce débat est un débat fondé ? Est-ce que nous entrons dans une nouvelle période économique avec votre expérience d'ancien président de la République et bien sûr de candidat ? Bien sûr que c'est un débat fondé. La mondialisation, c'est un progrès. Grosso modo, ça a permis à 150 pays sur les 200 contre la planète d'accéder à la croissance. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais la question, c'est pas concurrence ou pas de concurrence, c'est concurrence loyale ou concurrence déloyale. Et donc, la mondialisation ne peut pas, pour l'Europe et pour la France, se traduire par la disparition de notre industrie. Il y a un sujet majeur. Ce continent européen ne peut pas laisser partir toute son industrie. Donc le mot clé de la mondialisation, c'est compétitivité pour les décisions nationales et régulation pour les décisions internationales. Est-ce que le mot protectionnisme est un mot qui doit faire peur en Europe et en France ? Est-ce qu'il existe un protectionnisme doux ? Est-ce qu'on doit bouger en Europe et en France sur un certain nombre de choses ? Je ne suis pas pour le protectionnisme car je crois à la liberté des échanges. Je crois à l'économie de marché, je crois à la loi de l'offre et de la demande. Mais la concurrence, elle est loyale. Le monde d'aujourd'hui, ça demande à la France de négocier avec Vladimir Poutine, qui ne plaisante pas quand il s'agit de défendre les intérêts de la Russie. Donald Trump, qui ne plaisantera pas lorsqu'il s'agira de défendre les intérêts des États-Unis d'Amérique. Ou Xi Jinping, qui ne plaisantera pas lorsqu'il s'agira de défendre les intérêts de la Chine. L'Europe doit défendre ses intérêts. C'est la raison pour laquelle je demande un Buy European Act. Je veux que les marchés publics européens, comme aux États-Unis depuis 1933, soient, pour la moitié d'entre eux, produits en France. La moitié d'entre eux. Disons que 50%. On est libre de choisir une entreprise étrangère, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, celle-ci, pour les marchés publics, doit s'engager à faire fabriquer pour 50% de la production en France. Les États-Unis viennent de commander 1,8 milliard de locomotives et de trains à Alstom. La totalité sera produite aux États-Unis. Essayez d'accéder à un marché public au Brésil, essayez d'accéder à un marché public en Chine, vous n'y arriverez pas. L'Europe ne peut pas refuser de se défendre. Est-ce que l'attractivité de la France a baissé ces dernières années pour les entreprises qui viennent et qui veulent venir en France ? Évidemment. Cette déclaration folle de la taxe à 75%, l'accumulation des normes, l'accumulation des rigidités sociales, l'accumulation des impôts, la question de la compétitivité de nos entreprises
qu'elles soient françaises ou étrangères installées sur notre sol, et centrale, je baisserai dès le mois de juillet 2017 de 34 milliards d'euros les charges sur les salaires. Alors, pour quel type d'entreprise? Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille? Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille, verront les charges diminuer, réduites à 0, et diminuer jusqu'à SMIC 1,6. Les charges, donc cotisation patronale, mais aussi l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés descendra en dessous de 30%. Je souhaite, d'une manière générale, ramener la fiscalité française à la moyenne de la fiscalité européenne. En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, alors il y a l'impôt sur le revenu, mais est-ce que pour les centres de décision, faire venir, récupérer peut-être un certain nombre de gens qui viennent de Londres, est-ce qu'il y a des choses à faire? Je suis le seul qui prévoit la diminution de la fiscalité sur les particuliers par une diminution générale de 10% de l'impôt sur le revenu. Je prévois la suppression de toute charge sociale sur les emplois familiaux, qui est un sujet extrêmement important. Je prévois la suppression jusqu'à 85% de tous les droits de transmission d'entreprise, quand on vend son entreprise. Et je prévois l'exonération de tout droit de succession jusqu'à 400 000 euros par enfant. Pour moi, le mouvement de baisse des impôts doit concerner les entreprises et les classes moyennes. Encore un point, est-ce que sur les questions sociales, pour que des centres de décision s'installent en France, est-ce qu'il y a des choses à faire sur le droit du travail, par exemple, de votre point de vue? Il faut être très précis. Dès le mois de juillet 2017, nous autoriserons la réorganisation des entreprises pour des raisons économiques. J'interdirai aux magistrats de se prononcer sur l'opportunité d'un licenciement et ses conséquences. Ils n'auront le droit que de vérifier la légalité de la décision de licenciement, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires ou la perte d'un marché. Tout dernier point, est-ce que la France est en capacité de récupérer des centres de décision après le Brexit financiers venus de Londres? Ça ne dépend que de sa volonté. Par exemple, je prendrai une décision extrêmement importante dont je me suis inspiré de la part des Anglais, la capacité pour tout investisseur dans une start-up de défiscaliser 60% de l'argent investi de la masse imposable qui est la sienne. La France doit récupérer toute une partie des activités financières de Londres qui sont en train de partir à Barcelone. Nous n'avons pas de temps à perdre, on se mettra au travail tout de suite. Je veux faire de la France la grande économie européenne. Merci. Merci.